Bonsoir à tous. Et je suis très heureux que nous soyons si nombreux ce soir pour écouter Camille de Toledo et Valentin Mussou pour cette histoire du vertige. Et je suis particulièrement heureux parce que cette histoire du vertige, elle a un peu commencé à la Maison de la Poésie. C'était en 2017 où Camille, alors qu'on était dans la petite salle, dans les souterrains, dans la crypte de la maison, Camille a proposé une dizaine de séances, 10 séances exactement, qui étaient 10 séances autour du vertige, où la pensée de Camille s'essayait déjà avec des images, avec des textes, on passait de Pessoa à Faulkner, à Turner, et donc voilà, j'ai un souvenir assez ému de ces séances. On était un peu serrés, et en même temps, il y avait quelque chose qui tremblait, et la pensée qui se fabriquait, qu'on voyait s'essayer. Et donc je suis très heureux qu'elle se poursuive ce soir avec donc une proposition de 7 fragments sur le vertige qui poursuivent le livre qui en a été issu. Merci beaucoup. Merci Victor. Voilà, donc on va passer 1 heure à peu près ensemble. Et donc ce sont 7 fragments qui font à peu près 6-7 minutes. Je suis très heureux que Valentin soit là avec moi. Valentin, vous pouvez l'entendre avec le trio Joubran souvent. Et puis c'est pas la première fois que nous sommes ici ensemble. Ce sont ces fragments, c'est comme un voyage. Vous pouvez avoir recours aussi parfois à des visualisations. On n'est pas toujours obligé de garder les yeux ouverts. Et donc je commence par le premier fragment que j'ai appelé « Tenir parole ». Cette expression « tenir parole »,« tenir à la parole »,« tenir au langage », c'est quelque chose qui a pris une certaine forme d'importance pour moi au fil de diverses expériences de vie. Et donc je peux vous demander de visualiser, je vais vous faire 3 visualisations, et ça commence par la vision d'un enfant qui apprend à parler. Donc il a déjà des appuis physiologiques, il apprend à se tenir au sol, il se verticalise, il répète un peu un vieux scénario de notre humanité, cet accès à la bipédie, et puis arrive le temps du langage, et quelque chose se noue entre ses appuis et le langage. Il apprend à avoir foi en un certain nombre de mots. Et cette méditation de l'enfant, vous imaginez maintenant qu'il y a ce que lui dit le père, ou ce que lui dit la mère, ou ce que lui disent les siens, ou ce que lui disent des amis plus lointains. Et progressivement, cette confiance qu'il acquiert dans ce langage qu'il apprend. Et maintenant, vous introduisez un élément d'écart. C'est-à-dire que plus l'enfant avance, plus il rentre dans la foi, dans la croyance que ce langage le tient, le porte. Il avance également dans cet entrelac, dans cet emmêlement entre des appuis du corps et des appuis de langue, des appuis de mots, des appuis sémiotiques, si c'était un mot savant. Et progressivement, il avance en âge, et tout d'un coup, quelque chose se met à clocher dans le récit des adultes, ou dans le langage, ou dans la manière qu'on a de lui raconter l'histoire de sa famille, de son histoire. Quelque chose se met à clocher, mais il n'en prend pas tout de suite conscience. Il continue à croire au récit, à croire au langage, à s'appuyer sur les mots qui lui sont donnés. Et puis il avance en âge, et vous pouvez essayer de ressentir progressivement que cet écart entre la parole, le langage et l'expérience de la vie grandit, jusqu'au point où il arrive à l'âge un peu de prendre de la distance, de voir l'écart. Et tout d'un coup, quelque chose s'actualise dans l'écart, dans le fossé qui est entre le langage et l'expérience. Et si vous arrivez à imaginer ce que c'est le moment où cet enfant commence à se dire qu'il y a mensonge, que ça cloche, que ça ne va pas. Et donc là, il peut arriver qu'à un certain âge, il y ait une forme de chute. Il va dire quelque chose comme « mais ça ne tient pas ».
ça ne tient plus. C'est la première situation que je voulais vous décrire, cet écart en fait, cette histoire de l'enfant auquel on ment et qui vit dans cet écart entre le langage et la vie. La deuxième petite histoire que je vous soumets pour votre imagination, comme un peu une mise en matière de ce qu'est le vertige dans ce livre, c'est vous quittez votre pays. Vous avez grandi dans un pays, il y avait une certaine langue, et au fil du temps, je dis parfois lorsque je fais diverses thérapies, j'apprends des mots comme adhérence ou adhésion. On sait que les tissus du corps, en fait, parfois, parce que certains mouvements ne sont plus accomplis, se mettent à se coller l'un à l'autre. Et bien, vous pouvez visualiser ce même phénomène d'adhésion lorsqu'on grandit dans un pays où la langue parlée et le pays et l'expérience vécue dans le pays collent. Et puis, pour à cause de certaines circonstances, un événement de l'histoire, la décision d'un départ, un exil forcé ou désiré ou voulu, quelque chose tout d'un coup de cette adhérence est rompu. Il y a soudain comme un désaccord entre l'expérience du pays nouveau et la langue. Ça ne colle plus là encore. Et très souvent, en fait, dans ces moments-là, il y a une forme également de chute, d'effondrement qui se produit, qui peut être simplement psychologique ou symbolique. C'est comme ça parfois que je m'explique le phénomène de la nostalgie, cette volonté de se rattacher en fait à une adhérence passée, comme si quelque chose dans les appuis sémiotiques accompagnait les appuis du corps et ça chutait, ça ne tient plus. Et puis la troisième situation, c'est une histoire d'amour. Voilà. Une histoire d'amour avec une parole qui engage, la promesse donnée, vous savez, je tiens mes promesses. Quelque chose aussi où tout d'un coup on apprend à s'appuyer sur quelqu'un, sur quelqu'une, sur des mots et puis il arrive que en fait les mots ne soient pas suivis d'actes, que les actes ne collent plus avec les mots. Et là il y a quelque chose comme aussi cette rupture, cette hachure entre le langage et la vie. Et pareil, parfois on recueille des personnes qui sont issues de ces trois formes de situation, de ces trois formes d'expérience, l'enfant à qui l'on a menti, l'exil, le départ, ou une forme de trahison dans un récit. Et tout d'un coup, les personnes sont atteintes de formes de nausées, il y a une conséquence physiologique sur le corps et il y a quelque chose comme ça qui dépasse en quelque sorte, qui se somatise et qui dépasse la pure domaine du langage pour s'ancrer dans le corps. Et ça ne tient plus, de nouveau, ça chute. Et moi, je suis un peu dans les trois histoires. Mais il y en a une particulièrement qui se surajoute, c'est la promesse d'un frère dont je parlais dans un livre avant celui-ci et où j'ai cru pouvoir tenir au langage, où j'ai pensé qu'il tiendrait parole et c'était une promesse donnée et quelque chose en fait dans cette promesse donnée a été rompu et il y a eu une conséquence fatale et donc je vis avec cette intensité de coupure entre la parole et la vie. Et c'est certainement là que j'ai un peu creusé cette histoire du vertige, que j'ai voulu la pousser plus loin. Alors, j'ai des images autour de moi. J'en ai une ici. C'est à peu près ce genre de dessin que ça fait. Quand ça ne tient plus, c'est à peu près ça qui se passe en fait. Alors, à partir de là, j'en viens au fragment 2 que j'ai appelé les habitats narratifs.
là, on passe, disons, de ces situations plus personnelles, plus individuelles, plus singulières, à une dimension plus collective, de la manière dont on s'enveloppe, dont on est enveloppé par des tissus narratifs, des tissus de récits, qui sont à chaque fois aussi adossés à des systèmes de croyances, comment on se lie au monde par le langage, comment on s'appuie sur des histoires. Il y a d'ailleurs cette chose entre texte, texte, habitat, c'est les habits, c'est l'habitude, c'est ce qui est répété, c'est ce qu'on ne voit plus, mais c'est ce qui nous enveloppe et là, enfin, vous pouvez faire vraiment, je pense à l'instant à mon père en fait, qui était toujours assez fort à nous faire des grands récits de synthèse, mais qui remontaient aux temps antiques. Et l'histoire des civilisations, l'histoire des cultures, il nous faisait toujours des grands... Mais vous pouvez visualiser ça, quels ont été en fait ces habitats narratifs au fil du temps. Qu'est-ce que c'était être pharaonien, qu'est-ce que c'était croire au pharaon, et le système de croyances qui allait avec, qu'est-ce que c'était être mésopotamien, qu'est-ce que c'était être grec, qu'est-ce que c'était croire à Athènes, croire à Ithaque, croire à Troie, ou croire à Rome. Et puis on remonte comme ça dans le temps et en fait vous pensez à tous ces systèmes de croyances en fait qui tiennent des collectifs, des sociétés ensemble, et avec cette sorte d'habit, de tissu d'histoire, de parler de cosmovision, certains vont dire ça, mais c'est simplement le mot pour dire culture. Mais en tout cas ça colle, il y a une sorte de colle, depuis l'histoire orale jusqu'à l'histoire écrite, il y a quelque chose que ça colle. Les croisades, ce récit fou d'aller jusqu'à Jérusalem, puis on continue dans le temps, les grands systèmes religieux, ces narratifs, ces tissus narratifs qui poussent parfois des gens même à faire la guerre. Comment ça nous enveloppe en fait, comment ça nous cimente. Puis voilà, l'émergence des nations, pareil, grand habitat narratif, on y croit, on veut y croire au roi, croire... Puis on remonte encore, croire au peuple, croire à la révolution, croire... Et donc, de plus en plus, chez moi, il y a eu cette sorte de rapport comme ça, à la façon dont on avance dans l'histoire avec des grands systèmes de croyances et ces grands habitats narratifs qui nous enveloppent. Et la question je crois qu'en plus, c'est celle que j'ai eu de cesse de creuser depuis longtemps maintenant, c'est qu'est-ce qui nous arrive quand ça retombe, en fait, quand on n'y croit plus, quand le ciment n'est plus là, en fait. Et là, je vous avais amené une petite image, parce qu'en ce moment, il y a cette guerre à l'Est, et moi, je me suis occupé aussi de comprendre ce qui arrivait à la fin du XXe siècle, lorsque le communisme retombe, lorsque ce grand système de croyances retombe. Et donc dans le livre, il y a cette image. C'est une photographie de Koudelka sur le tournage du Regard d'Ulysse. Et c'est donc une sculpture de Lénine qui est démontée. Et puis là, il y a, pour comprendre, parce que c'est beaucoup comme ça que je la comprends, cette guerre, c'est une vieille carte de l'Union soviétique. Et donc ma question, ça va être, mais qu'est-ce qui arrive quand les habitats narratifs se décomposent ? Là, il y a cette image, par exemple, dans le livre. Ça donne des petits dessins comme ça. Vous voyez la carte à laquelle on a cru. Ce que j'ai appelé là cet habitat narratif. Et puis ça tombe. Ça tombe avec la carte. Si la carte tombe, alors... Puis là, je pense même présentement devant vous à un livre de Svetlana Alexievitch sur la fin de l'homme rouge. Qu'est-ce qui arrive quand finit l'homme rouge, en fait ? Qu'est-ce qui tombe ? Où ça tombe ? Qu'est-ce que ça devient, en fait ?
Alors j'en viens justement à ce fragment 3 qui s'appelle les cartes errantes. Je vais vous montrer une carte. Ma question c'est ça en fait, où vont ces habitats narratifs abandonnés quand on a changé d'habit en fait? Qu'est-ce qu'il en reste? Où ça va? Et là, pour vous faire sentir un peu l'approche que j'ai de cette rémanence, de ce reste des cartes abandonnées, je vais vous raconter un peu ce que j'ai ressenti, mais ce que je crois on ressent quand on va par exemple dans le grenier, une maison qui a appartenu à des membres d'une famille, et on découvre un texte ou un vieux manuscrit. On a grandi dans une certaine histoire, une histoire familiale. Pensez, mettons, à une histoire familiale qui raconte le comportement héroïque de quelques membres d'une famille pendant la guerre. Et vous, petit enfant ou arrière-petit enfant, vous arrivez dans ce grenier et il y a ce que j'ai pu appeler un texte errant ou un manuscrit errant en fait. C'est-à-dire une carte abandonnée, quelque chose qui a été laissé là. Et la tension qu'on peut ressentir en fait en découvrant un texte du passé, comme si justement l'habitat narratif pouvait être bouleversé, le système de croyance dans lequel on a grandi. Et c'est quelque chose qui dépasse vraiment l'ordre du symbole, du symbolique. C'est vraiment quelque chose qui tend le corps en fait, et qui met en question en fait les appuis d'une existence. Et donc on prend ce texte et tout d'un coup ça ne colle plus. Et là il y a quelque chose pareil qui s'effondre si le texte venu du passé se met à raconter autre chose. Et c'est notamment comme ça que j'ai pu lire dans le livre, et quand je faisais les recherches ici, publiques, où je mettais à l'épreuve ce travail sur le vertige, un texte de Borges, où Borges raconte dans De la rigueur de la science cette histoire d'une carte, et d'une carte ambitieuse puisqu'elle collerait exactement à la réalité en fait. Et Borges raconte ce qu'il advient de la carte lorsque progressivement elle est abandonnée. Comment est-ce que nous vivons dans des lambeaux de cartes abandonnées. Et voilà, donc en fait, celles et ceux qui connaissent un peu mon travail, ça va donner des pensées des spectres, des fantômes, de qu'est-ce qui reste de ce qui a été écrit et qui continue d'exister dans le présent tout en étant laissé de côté. En fait, il me semble que ça coïncide beaucoup avec ce temps que nous avons à vivre où il y a une persistance de ces cartes du passé. La carte du communisme en étant une parmi d'autres. Mais si on remonte dans le temps, des cartes d'un système, d'un habitat narratif où la Terre était plate, et on voit ressurgir cette forme-là, en fait, cette forme zombie d'une carte délaissée qui a été désavouée par la science et qui pourtant persiste comme mode narratif, comme si on n'arrivait jamais complètement à se débarrasser des vieux habits. Alors le fragment 4, il s'appelle « Le vertige », c'est un peu long, à l'heure de nos inquiétudes terrestres. Alors parce qu'effectivement c'est un peu au cœur de ça et des recherches de ces explorations sur le vertige, c'est toujours dans cette idée que ça ne colle plus, que nous vivons dans des habitats narratifs qui
qui disent assez mal la vie. Et donc la forme que ça a pris dans mon travail, c'est comment expliquer ce moment où le langage patine, en fait. Il n'arrive plus à dire l'expérience vécue, il n'arrive plus à dire la manière dont la vie fonctionne. Et en fait, il faut reprendre le travail pour mieux encoder. J'emploie parfois pour les habitats narratifs un terme un peu compliqué qui est encodage, mais on voit ce que c'est. Je vous avais amené cette image. Les encodages, les habits narratifs, c'est soit ça pour moi, c'est une sorte de grand texte, de grande tapisserie en fait, d'une grande maille qu'on pose sur l'ensemble de l'expérience et sur la Terre. Et puis dans des formes un peu plus contemporaines, ça donne ça, vous savez, ces lignes d'algorithme, ce code en fait qui s'appose sur la vie et qui prend la place en fait, qui recouvre toutes ces grandes formes de fiction, d'encodage fictionnel auxquels on croit, auxquels on s'attache, et puis d'où on retombe. Et donc le vertige de ce moment-là particulier, c'est le vertige où voilà, il y a des habitats narratifs qui ne disent plus, voire qui même détruisent la vie. J'avais pris aussi cette image. C'est une image de... C'est pas la destruction de la terre, du vivant, mais c'est aussi une époque où le langage a beaucoup détruit. C'est une image pas d'une très bonne définition, mais d'une Allemagne détruite. Et donc, comme je vis en Allemagne aussi, je me suis interrogé aussi beaucoup sur cette manière qu'ont certains collectifs humains parfois de croire à un système d'envoûtement, une nation, ou à des mots, race, et comment en fait le langage détruit. Et donc pour en revenir à ce temps terrestre où ça détruit beaucoup, où on s'inquiète de tout ce qu'on a détruit, j'ai cette vision-là en fait c'est comme si on en était à un moment où on retombait des hauteurs de la vie narrée. On s'est raconté l'histoire d'une certaine manière, on s'est raconté la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, on s'est raconté la croissance, l'abondance, la prospérité, on s'est raconté les bienfaits de l'Europe, du capitalisme, on s'est raconté des histoires et des histoires. Et puis moi, le premier heurt dont je me souviens enfant, c'était celui que nous racontait mon père puisqu'il avait lu le rapport Meadows sur le fait que ça ne colle pas en fait, que ça détruit trop. Et malgré tout, on voit comme ça des scripts, notamment le script du progrès qui continue. Et donc il y a comme ça cet habitat narratif qui persiste. Et ça ne colle plus. En fait, il faut changer les termes de cet habitat. Il faut trouver pour que ça préserve plus la vie. Ou que ça la brutalise moins, peut-être. Et ça donne une chose assez étonnante, parce qu'on me pose la question parfois, mais pourquoi un écrivain s'intéresse Enfin, on doit croire aux histoires. Quand on est écrivain, on doit aimer les histoires. Et puis, dans ce livre, je montre aussi beaucoup les aspects sombres et obscurs du langage. Pourquoi ce sont des envoûtements qui détruisent beaucoup. Et donc, c'est là où, dans le vertige, on voit apparaître cette double condition du langage, qui est une chose avec laquelle, quand même, on fait beaucoup. Un ami me disait parfois, on s'entretient quand on se parle les uns aux autres, on s'entretient, on se tient par le langage, on est tenu par le langage. Et donc c'est cette double dimension du langage. Certains appelleraient ça un pharmacone. Ça peut tuer, puis ça peut sauver, puis ça peut tuer, puis ça peut sauver. Et en fait, on est sans cesse, en quelque sorte, entre les deux. En fait. On produit un nouveau langage en pensant que ça va aider la vie, puis on s'aperçoit que chemin faisant, ça a donné quelque chose, comme un habitat narratif nouveau où on s'est éloigné, en fait, on s'est séparé. Et c'est sans cesse ce travail de tisserand, en fait, de reprise de la manière de narrer la vie, que je vois au cœur de ce qui nous arrive. Alors aujourd'hui, voilà, il y a tout le nouveau langage de la science. On voit que la vie est entrelacée, que nous sommes codépendants des formes de vie, que la science de la Terre nous raconte la Terre comme un corps, organisme. Et puis on voit malgré tout persister des habitats narratifs, économiques, de croissance, autres. Et donc,
voilà, comment est-ce qu'on arrive à réencoder, en fait, pour que ça détruise moins, pour que ça brutalise moins. Et c'est déjà pour moi quelque chose d'arriver à simplement approcher cette idée que ça fait les deux à la fois. Presque, je dirais, à chaque instant. Ça peut sauver, ça peut détruire. On ne sait pas, en fait. Ça dépend quelle tournure ça prend. Alors, le fragment 5, il y a eu tellement de choses au fil des années que parfois je suis un peu... Mais je l'ai appelé Sapiens Narins. Alors Sapiens, c'est le livre, vous savez, enfin c'est pas que le livre, c'est nous. Ça pense. Donc c'est ce qui fait qu'on est nous, qu'on est un nous humain. Mais il y a aussi le livre de Harari qui a beaucoup vendu dans le monde, qui parle d'ailleurs de cette vision d'une histoire humaine narrative. Simplement, moi, je lui ai accolé le mot Narins. D'autres l'ont fait avant moi. Homo Narins, ça remonte aux années 70, à tout un courant d'une hypothèse narratologique, comme quoi, en fait, on est quand même beaucoup des créatures d'histoire. On vit dans des histoires, et c'est peut-être parce qu'on se raconte des histoires qu'on arrive à créer ce qu'on appelle de la pensée. Mais en tout cas, Sapiens Narins, c'est ce fragment-là, je vais essayer de vous dire ce qui est à l'arrière de l'histoire du vertige. Et je vais revenir un peu à ce qui est l'élan, je parle parfois de sueur narrative, comment on se met à produire de l'histoire, en fait, cet élan vital qui tout d'un coup produit des histoires. Et alors les trois petites situations que je vais prendre, la première c'est la peur ou l'inquiétude. J'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle L'inquiétude d'être au monde, et ça partait de la vision dans Mamma Roma, un film de Pasolini, où on voit une mère et elle regarde son enfant tourner sur un manège, et le manège tourne encore et l'enfant n'est plus là. Et il y a cette peur, cette inquiétude qui est immédiatement visible sur le visage de la mère. Par ailleurs, dans le film, c'est l'annonce de ce qui va arriver, de ce qui va advenir. Mais moi, je me tiens juste là, sur l'inquiétude et ce qui naît de l'inquiétude. Comment, en fait, je disais juste avant d'entrer ce soir dans la salle que la peur est une grande autrice. L'inquiétude, c'est une narratrice incroyable. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont grandi avec des mères inquiètes, mais parfois, dans mon cas d'ailleurs, un père inquiet, puisqu'ils étaient tous les deux de grands scénaristes à leur manière. C'est que il y a une scénarisation immédiate de l'inquiétude, il y a une production. Donc voilà, vous êtes dans une forêt obscure, il y a de la peur, et tout d'un coup, la forêt elle se peuple. On a beau toucher l'arbre, qu'en fait non, l'arbre reste comme un monstre, on devient des quichottes de notre manière, c'est plus des moulins, c'est des géants, chaque arbre cache un monstre. Donc il y a cette grande génération d'histoire, en fait, qui naît de nos affects. Et donc voilà, on monte, c'est comme si c'était ascensionnel. J'ai ce dessin là de ce petit personnage là. On le voit, cette histoire ascensionnelle, c'est que tout d'un coup, ça monte dans la tête et ça se met à produire du récit, des images. Alors ça c'est le premier cas, pour voir à quel point c'est comme ça ce découplage, en fait, entre l'expérience de la vie. On pourrait dire tiens, mais je touche cet arbre, il ne va rien me faire. Mais en fait non, ça produit une coupure, en fait, entre l'expérience et le langage. Tout d'un coup, la deuxième forme de narration sur laquelle je vais pu me pencher dans un livre plutôt moins lu, mais qui s'appelle Les potentiels du temps. Et voilà comment c'est. La vie est dure, tout d'un coup.
il y a une âpreté de la vie, il y a une douleur, il y a une souffrance, on traverse des temps assez obscurs. Qu'est-ce que produit le cerveau en fait? Dans quoi il se lance en fait, lorsque c'est dur et qu'il faut tenir. Et c'est vraiment des scripts d'espérance, d'espoir. Donc là, c'est la machine psychique qui tout d'un coup est très prompte à produire du salut, quoi. Ça va aller, il faut tenir parce que ça va aller, ce sera mieux demain. Et en fait, l'histoire, pareil, notre histoire humaine est pleine de ces moments où en fait, c'est dur, mais il y a ce décrochage, tout d'un coup, c'est l'espoir, quoi. C'est pour le temps à venir, ça vient. Là, c'est dur, mais ce sera mieux demain. Et donc là, de nouveau, un décrochage entre l'expérience et le récit, en fait. Tout d'un coup, la carte et le territoire ne collent plus. Ça décroche, ça se désaccorde. Et donc ça, bon, moi, j'y ai souvent pensé, même lorsque je me dis, mais tiens, pourquoi Ernst Bloch a écrit Le Principe Espérance dans les années les plus sombres de l'histoire humaine, pendant justement le moment du nazisme. On se demande, mais d'où ça vient en fait, cette énergie de repli qui tout d'un coup, de l'intérieur de ce repli, arrive à produire quelque chose qui annonce des temps à venir. Et là, vous avez une énergie prophétique, messianique, latente, la promesse de je ne sais quoi, la providence, ce qui adviendra, ce qui viendra, l'espoir, quoi. Le communisme, cette carte abandonnée, a été très fort à produire ce script d'espoir. Et c'est de cette hauteur aussi que la fin du XXe siècle est retombée. Donc ça, c'est cette deuxième grande scénariste. C'est quand c'est dur, quoi. Et puis la troisième grande scénariste, où en fait c'est autre chose qui se passe, que je tiens à mes lectures et aussi une certaine forme d'expérience traversée de ce qu'on va appeler le trauma, généralement. Et là, je sais pas, c'est des lectures et des discussions aussi beaucoup avec des camarades, psychanalystes ou autres, mais il y a quelque chose dans le trauma qui se passe et qui montre en fait cette capacité de l'appareil psychique incroyablement puissant, trop puissant sans doute, à décrocher en fait, à partir, avec cette ascension. C'est même dans le moment même où a lieu le trauma en fait. On sait qu'il y a cette capacité à couper le corps en fait, à se décrocher en fait. Et pour moi c'est toujours le même chemin. Il y a quelque chose qui est là, qui est présent, qui a lieu, qui demande une attention en fait, qui est de la vie même si elle est compliquée. Et puis il y a le cerveau qui décroche et qui là physiologiquement profondément coupe et ça monte. Ça monte dans la tête. Donc tout ça pour vous dire que il y a comme ça des raisons mais innombrables en fait pour qu'il y ait cette sorte de fuite générale, collective en fait ça décroche. On n'est pas là présentement dans l'instant. Quand on se demande pourquoi on n'arrive pas à plus changer, quand je parle du Quichotte, et je dis finalement le Quichotte pour moi c'est l'histoire même de notre aventure humaine, parce que c'est l'histoire d'un gars qui non seulement s'est nourri de fiction, mais en plus veut que le monde ressemble à la fiction qu'il a lue, qu'il a vue. Et puis il retombe, il y a la chute, et puis il se relève. Et de nouveau, élan fictionnel, script, quel qu'il soit, d'espérance, coupure, pour ne pas penser à ce qui a lieu. Et ça se relance comme ça. Et ça retombe, et ça se relance, ça retombe, ça se relance, ça retombe. Et pour revenir à cette ambivalence du langage, notamment dans le rapport avec la Terre, avec le vivant, on voit ça, il y a ce truc de dire on s'est rendu compte qu'on a décroché et que ça ne colle pas, et donc hop, on va essayer de retisser des liens. C'est là où moi je parle parfois de traduction, on va essayer de se raccrocher, de retraduire. Mais quand même, ce que je garde à l'esprit, c'est ça, cette incroyable capacité à nous envoûter, quoi.
qui est à la fois du merveilleux et de cette montée en abstraction. J'ai parfois d'ailleurs souvent ça dans les mondes intellectuels. Parfois je dis mais quand est-ce que la parole arrive à retomber dans le corps, parce que je vois qu'il y a ces phénomènes d'envoûtement et je n'y suis pas en fait, je n'y suis plus. Ah oui, j'ai oublié parce que je vous avais amené des images. Ça c'est James Stewart. Ça c'est parfois la façon. Alors on sait James Stewart c'est un trauma. Il a vu quelqu'un tomber du toit et après il n'arrive plus. Il a l'acrophobie, le vertige de la hauteur. Le vertige c'est une perte des repères de la prise au monde. En fait. Donc il y a un dérèglement en fait. Et donc lui c'est un trauma, mais en fait c'est très multifactoriel. Par exemple il suffit d'avoir, comme j'ai pu l'avoir, un dérèglement de l'oreille interne et il n'y a plus rien qui tient. Donc c'est aussi une exploration de l'extrême fragilité de à quoi l'on tient. Et donc James Stewart c'est ça, c'est cette chute-là, ça c'est Philippe Petit. Mais en fait ce que j'aime bien dans cette image c'est voir justement là où on est. D'ailleurs je l'avais dessiné là. C'est en fait comme si ça c'était la vie, ça c'est le langage, et puis on essaye de tenir quoi entre les deux. Alors ce fragment-là, je l'aime beaucoup. Il s'appelle Le profane et le sacré, et c'est le fragment 6. Alors là, on change un peu d'histoire. Mettons que donc je grandis, mettons, en bas, juste au pied d'une montagne. Et puis, dans le monde dans lequel je grandis, cette montagne, elle est sacrée. Voilà. Et donc, il y a tout un tissu légendaire, mythique, religieux, social, qui m'attache à cette montagne. Je lui dois respect. Elle a, mettons, dans ce tissu narratif-là, une dignité d'être. C'est peut-être le visage d'une ancêtre. Elle fait donc partie de ma famille. Je dialogue avec elle, je vais la voir, je me soucie d'elle. Et vous voyez là comment le tissu narratif me lie en fait. Je suis lié, je suis relié en fait à ce qui est là sous mes yeux. Et donc on part de là, de ce monde-là où la montagne est sacrée. Et maintenant arrivent d'autres habitats narratifs, d'autres habitants d'un autre lieu. Et ces autres habitants me disent non, cette montagne n'a rien de sacré. Et ils m'expliquent que le sacré n'est pas dans la montagne, que le sacré est quelque part ailleurs, mais plus haut, vraisemblablement, et de manière plus abstraite. Que ça n'est pas du sacré incarné là dans un lieu, mais que c'est du sacré transcendant au-dessus des choses. Et tout d'un coup, vous voyez cette sorte de coupure dans l'expérience, quelque chose qui me désattache, me délie en fait. Et eux me racontent que je dois cesser en fait de croire au sacré de cette montagne et que cette montagne donc va être profane. Et comme je l'écris dans quelques pages, c'est profane, n'est jamais très loin du profané, de la profanation, de l'usage. Donc comme si tout d'un coup, en fait, la survenue d'une autre croyance, plus monothéiste, plus abstraite, réputée parfois supérieure, en fait produit un monde positif que l'on peut exploiter, utiliser. Et là encore une fois, cette déchirure dans le tissu du récit
un conflit de narration, un conflit de code, et qui a une incidence, une conséquence majeure sur le fait que je vais être en désaccord tout d'un coup avec mon lieu. Et alors ça, c'est beaucoup ce qu'on a dans les pages, et je les avais explorées ici. Donc ça, vous voyez, c'est une image, vous la voyez. C'est une image de la pêche à la baleine. Donc on voit au fond un baleinier avec cette fumée anthracite qui en sort. Et c'est une époque au 19e siècle où on tue des baleines et des cachalots, et qui, dans le récit, même ne serait-ce que le récit biblique, est un poisson sacré. Enfin, c'est le grand poisson, c'est celui qui enveloppe Jonas, qui le rejette sur la rive. Donc c'est un véhicule de la sacralité, du divin, de ce tissu narratif-là. Et là, tout d'un coup, on est quelques siècles plus tard, après ce narratif biblique, et ça y est, le monde est devenu positif, le sacré est ailleurs, le profane et le sacré sont plus au même endroit, et on se met à utiliser les différentes entités qui nous entourent, notamment ça. Alors dans le récit de Moby Dick, il y a ça très fort. Tout d'un coup, en fait, le monde océanique est à la merci, disons, du calcul, du chiffrage, de la prédation, en fait. Comme si finalement tout dépendait aussi de ça, de ce tissu narratif-là qui a changé, qui a fait que quelque chose nous lie à plus loin, plus abstrait, et que ce monde-là était soumis à l'usure. Je vous ai amené cette petite page du livre. On voit le Whale Oil Soap, right price. Et le fragment 7, je l'ai appelé les deux visages du vertige, parce que ce vertige, il m'a posé bien des soucis, et il pose il y a une colle, une sorte d'énigme. Et donc là, je vous ai parlé beaucoup de vertige, de ce qui tombe, comme ça, de ce qui a peur de tomber, parce que ça décroche, comme ça, de ce vertige de voir que la langue a beaucoup détruit, et donc de mesurer cet écart entre la langue et la vie, en fait, d'un langage qui produit de la mort. Et puis, il y a en même temps, dans le vertige, dans cet affect-là, une expérience beaucoup plus joyeuse. Donc ça, c'est un derviche. Et donc on a ça, en fait, presque au même endroit. Alors donc ça, c'est curieux, parce que donc on a d'un côté cette peur de tomber, cette peur de l'effondrement, parfois cette expérience de l'effondrement, ce vertige sombre, ce vertige dépressionnaire, où ça chute, où ça ne colle pas. Et donc où notre système d'appui, y compris sémiotique, symbolique, est mis en jeu, en fait, ça ne va plus, quoi. Et ça tombe. Et de l'autre, ce vertige ascensionnel, de grande liaison, de connexion, en fait. De ce côté-là, j'ai tendance à voir, d'ailleurs, dans le livre, le sentiment océanique, ce qui est décrit par Romain Rolland dans son dialogue avec Freud, en disant « Mais tiens, vous avez parlé des religions, vous avez parlé des dogmes, mais vous avez oublié ce sentiment
spontanées, de grandes connexions. C'est des expériences. Moi, j'ai exploré pas mal de formes de thérapie. Et parfois certaines qui ne sont pas tout à fait cartographiées par la médecine classique. Et bon, j'ai notamment, par exemple, voilà, dans un dialogue, passer une nuit, c'est un peu étrange d'en parler comme ça depuis temps blanc, mais passer une nuit à dialoguer avec une plante. Et le génome d'une plante, c'est une expérience singulière dont on ne ressort pas forcément indemne. Mais aussi, en fait, d'autres formes d'expérience de ce vertige heureux, comme l'extase amoureuse, dans la sexualité, dans l'ivresse, effectivement parfois en consommant quelques drogues. Et donc au fil des explorations, je me suis retrouvé face à une forme d'énigme. C'est que il y a un terme savant qui dit enantiosème, un mot qui signifie deux choses. Là en l'occurrence un affect, une expérience, le vertige qui peut nous lier au-delà de nous et qui peut au contraire, sous une forme de rétraction, de chute, d'effondrement. Et j'ai voulu comprendre en fait comment c'était possible que ces deux états soient éprouvés, en fait, dits par le même mot. Et donc je suis resté là un temps face à cette énigme.
c'était la dernière étape, ce sont des cristaux. Et en fait, j'ai essayé, j'essaye de comprendre pourquoi ces deux états, cette énigme du vertige ascendant, de grande liaison, de connexion, et du vertige descendant, d'effondrement, de chute, de ça ne colle plus. Et alors, voilà où j'en suis. Ce sont des images, mais je crois qu'en même temps, très souvent chez moi, il y a justement ces expériences assez quotidiennes d'intégrer les images dans le corps, de voir si ça colle. C'est un peu comme ça, mettons ça, c'est un sujet. C'est quelqu'un, quelqu'une, c'est un être vivant. Donc c'est pas du tout, vous voyez, c'est pas le sujet autonome, libre, séparé. C'est une structure très fragile qui a pris forme au fil de l'âge, comme ça, alors qui s'est lié à tout un tas de trucs, tout un tas d'êtres, de paysages, une maison d'enfance, et tout ça relié par de la langue, parce qu'on a appris à dire le paysage ou à nommer quelqu'un. Donc en fait, progressivement, ça tisse comme ça, et en fait ça tient, parce que c'est lié à plein de choses qui sont vraiment de différentes sortes, des végétaux, des animaux, la maison, la vue que j'avais de la fenêtre, la voix d'un père, d'une mère, ça tient et ça cristallise. Et souvent on dit un peu après l'adolescence, si ça n'a pas trop secoué avant, ça commence à se stabiliser, parfois même ça devient un peu obtus, parfois ça croit que ça tient tout seul, mais parce que tout tient, et y compris donc par beaucoup de langage. Et donc dans ce que je dis là aussi, dans cette exploration sur le vertige, c'est cette conscience progressive à quel point les mots s'ancrent dans le corps et deviennent cette sorte d'enveloppe d'appui qui ont des incidences physiologiques très claires. C'est presque aussi fort que le pied qui se prend appui sur le sol chaque matin. C'est aussi un mot, une personne, quelqu'un, un ensemble de choses qui fait que ça tient. Et pour essayer de résoudre l'énigme, d'abord il faut refaire le chemin à l'envers, c'est-à-dire imaginer que des événements divers et variés percutent tous ces liens et cassent la structure. Donc le cristal, mettons qu'il commence à tomber, à vaciller, puis même il arrive un moment où on lui change une langue, on le sort d'un pays, un système, ça vaut également pour les forêts, les milieux, les écosystèmes. En fait, on enlève des éléments d'une forêt, en fait ça ne tient plus, ça se fragilise. Le système qui défendait cette forêt se fragmente d'une certaine façon, et ça perd en force de vie, en fait. Et donc ça se décompose. Alors nous, ça nous arrive, ça se décompose. Alors cette phase de décomposition, c'est le moment où ce qu'on a appelé maladroitement peut-être l'identité, en fait, qui est ce petit cristal de lien, n'est plus, ou perd son nom, n'arrive plus à se nommer, ça se fragmente, voilà, et le langage ne tient plus. Et ça,
cette décomposition-là, c'est la fin de soi, du sentiment de soi, la fin du cristal en fait. La fin d'un ensemble de liens qui fait que ça tient. Et là, tout d'un coup, ça se dissout. Et c'est une dissolution dure en fait, ça peut être assez dur. Et après, il faut que ça se reconstitue. Parfois ça se reconstitue pas, parfois ça meurt. Et parfois ça parvient, vous savez, on dit reprendre racine quand on change de pays. Ça retisse. Et ça retisse des liens autrement. Une famille qui est remplacée par des amis, une maison qui a disparu, qu'on n'a plus, à laquelle et une autre qui apparaît, qu'on arrive à trouver, un lieu, un paysage qu'on a perdu et un autre lieu qu'on retrouve. En fait, ça reprend des forces de vie. Et si dans cette reprise des forces de vie du lien, si le cristal reprend forme, en fait, ça tient au point que ça fusionne même. Que certains soirs, je sais pas moi, en regardant la nuit, justement, le silence éternel des espaces infinis, tout d'un coup, on bascule aussi vers une autre forme de dissolution, qui est une dissolution de trop de liens. Ce sentiment qui prend même quand on voit les enfants, quand ils sont cernés par beaucoup d'amour. Tout d'un coup, il y a une sorte d'excitation ou de vertige, ou les derviches, justement. Je reprends l'image des derviches où ça tient. Et donc, en tout cas, là où j'en suis, et c'est là-dessus que ce petit temps avec vous, et merci, se termine, c'est comment je résous l'énigme. En fait, c'est qu'il y a vertige quand ça se dissout, en fait, quand l'illusion de la forme en fait s'estompe et qu'on se rend compte qu'on est à la fois sujet à une dissolution dépressionnaire, mais aussi sujet à une très très grande. Et c'est dans cette aperture comme ça qu'on a de très grandes pertes, fragmentations et de très grandes connexions en fait. Et le vertige, c'est ce qui dissout le sujet et qui nous montre à chaque instant qu'on est lié à, qu'on tient à beaucoup.